Et maintenant, nous allons passer à la deuxième conférence et j'appelle donc sur le plateau Christophe Prince, Fibois Nouvelle-Aquitaine, et Thomas Baudot, Fibois Hauts-de-France. Bienvenue Thomas, bienvenue Christophe. Vous allez nous parler de comment valoriser localement les feuillus pour une utilisation en construction, avec un exemple d'initiative que vous avez menée en Hauts-de-France. Donc, ça va être une présentation à deux voix. Je crois que c'est Christophe qui va faire l'introduction. Absolument, oui. Donc, s'il y a un diaporama, on peut aller chercher la petite zappette qui est sur le pupitre. Ou aller au pupitre. Voilà. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler donc de la valorisation des bois feuillus en construction. J'aborderai tout d'abord un petit peu donc cette ressource forestière feuillue en région Nouvelle-Aquitaine, ce qu'elle est, avec quelques comparaisons. On abordera ensuite, on regardera un petit peu quelle est la dynamique de mobilisation et de transformation de ces essences. Et puis, notamment à travers trois principales, on regardera un petit peu ce que sont les marchés et leur valorisation au niveau régional, en faisant aussi, en montrant quelques exemples. Donc première diapo, donc sur sur la ressource forestière feuillue sur cette région Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, c'est 62% du volume de bois sur pied et 60% des surfaces, ce qui est assez considérable. Hein. Ça fait, si on regarde en surface, c'est le double du massif landais qui est aujourd'hui composé en bois feuillu sur cette région Nouvelle-Aquitaine. On part, je dirais, un petit peu par habitude, on peut penser qu'on est très épais maritime ou très résineux de montagne. On a aussi du feuillu sur ce territoire, et vous le verrez sur les cartes que je vous présenterai après, leur répartition sur la Nouvelle-Aquitaine. Principalement, ces feuillus ils peuvent être présents de différentes façons. La présentation avant en a parlé un petit peu, elle a évoqué, on peut avoir des feuillus présents sous forme de futaies. Vous connaissez tous la belle futaie de chêne, celle qu'on voit souvent en photo, mais ce n'est pas uniquement le cas sur notre territoire, et on peut avoir aussi des peuplements présents sous forme de taillis, notamment les taillis de châtaignier que vous pouvez retrouver en Périgord et en Limousin, ou alors, on va dire, tous ces peuplements présents de manière mélangée. C'est une ressource relativement diversifiée dans laquelle on peut aussi avoir du mélange d'essences, résineux et feuillus en mélange. Peut-être que finalement, c'est un intérêt pour nous aussi, on vient de le voir, par rapport au réchauffement climatique. En matière de mobilisation de ces essences, donc vous avez un diagramme qui vous est présenté. On va dire qu'on est sur une relative dynamique ces dernières années en matière de récolte de bois feuillus sur notre territoire. J'aurais pu étendre, je dirais, cette courbe. On aurait eu peut-être d'autres explications, mais focalisons-nous sur les dernières années et regardons un petit peu quelles sont les dynamiques. On voit que globalement, la dynamique, notamment sur les chênes, est assez soutenue. C'est toujours vrai actuellement, et également sur les bois de peuplier. On va dire que ces deux essences représentent à elles seules, sur la mobilisation de bois, 45% pour le peuplier et 55% pour le chêne. On parle bien ici uniquement de bois d'œuvre, c'est-à-dire du bois destiné soit à la transformation en sciage, déroulage ou fente. Je ne vous parlerai pas de bois d'industrie. Voilà, donc ça représente environ, sur une région forestière où on récolte quand même beaucoup de bois, près de 20%, c'est quand même pas négligeable. En matière de transformation maintenant, donc ces bois récoltés, effectivement, il faut les transformer, les valoriser. Et là, on a aussi une dynamique locale qui est assez importante.
je dirais qu'elle est peut-être un peu plus discrète des fois par rapport à d'autres valorisations ou d'autres territoires. Mais elle est quand même bien présente, notamment, on le voit en peuplier. Hein, on a aujourd'hui des activités, le peuplier, il faut savoir, se scie et se déroule. Vous en faites soit du sciage, soit des panneaux de contreplaqué, qui peuvent en partie d'ailleurs être destinés à la construction ou alors de l'emballage léger. Mais on a de bonnes dynamiques aujourd'hui avec des acteurs présents sur le territoire, notamment sur la région Poitou-Charentes et également en Lot-et-Garonne, au plus près, en fin de compte, de la ressource. On a aussi une essence qui est assez emblématique du territoire parce qu'elle est bien implantée, c'est le châtaignier. On pourra dire deux mots aussi sur ces problématiques, mais aujourd'hui, il faut savoir que donc ces bois de châtaignier, on va dire, se récoltent relativement bien sur le territoire, puisque c'est 45,5% des volumes de production en sillage et en utilisation piquée en Nouvelle-Aquitaine. On va continuer en faisant des zooms un petit peu sur les trois principales essences. Alors on va dire les chênes, hein, dans un premier temps. Alors, vous voyez des cartographies d'implantation, pédonculés, sessiles, on vient d'en parler, et également pubescent et chêne rouge, qui peut être aussi, ce sont des essences qui sont utilisées en termes de reconstitution. Aujourd'hui, c'est entre 45 et 50% des volumes de bois sur pied feuillus, avec, il est vrai, des qualités variables en termes de chênes. On peut avoir de très beaux peuplements et puis des peuplements où vous avez des chênes qui sont un peu plus difficilement valorisables. Mais globalement, voilà, c'est une essence qui est quand même largement implantée sur l'ensemble du territoire Nouvelle-Aquitaine. En termes de valorisation, donc on a un peu parlé des ouvrages de tonnellerie. Vous savez tous l'importance de ce secteur d'activité sur la région. On n'est pas dans la construction, on est d'accord, mais c'est un moyen d'amener aussi de pousser à plus de comment dirais-je, de qualité dans les peuplements, et c'est aussi un argument qui est, comment dirais-je, moteur pour le propriétaire en termes de sylviculture. En pièces de charpente, il faut savoir que la Nouvelle-Aquitaine, enfin les scieurs présents sur la Nouvelle-Aquitaine exportent des pièces de charpente, du bois vert principalement, notamment vers des pays assez dynamiques qui savent l'utiliser en construction, que sont l'Angleterre ou les Pays-Bas. On a aujourd'hui un marché aussi qui est de nouveau en croissance sur le marché du parquet, avec entre 3 et 5% au niveau national, plus 10% en termes d'utilisation de bois feuillus, je crois, sur l'Allemagne cette année. C'est des marchés assez porteurs. Et puis des marchés comme la traverse paysagère, qu'aujourd'hui, que l'on voit assez régulièrement dans les aménagements extérieurs. Une traverse paysagère non traitée, à la différence de celle des anciennes traitées qui sont utilisées par la SNCF. Donc aujourd'hui, globalement, je vais dire des entreprises qui ne manquent ni de débouchés, ni de marché. Peut-être un peu plus de ressources. Mais c'est un autre sujet. En matière de valorisation de produits un peu plus techniques en construction, alors Thomas vous en parlera tout à l'heure de manière un peu plus détaillée. Moi, je vous ai fait un petit zoom, un petit clin d'œil, en fait, pour voir un petit peu ce qui s'est fait en matière de bois lamellé collé de chêne. Il y a eu des essais qui ont été faits en région par des scieurs, des lamellistes. Et encore récemment, je visitais un lamelliste régional qui avait effectivement des produits qui étaient destinés à un projet sur la région parisienne. Mais on est quand même sur des cas relativement isolés. On n'est pas effectivement sur des... Alors pourquoi? On peut se le demander. Alors il y a le prix de la matière principalement. Mais je pense qu'on a tout intérêt un petit peu à mieux adapter, enfin mieux réfléchir, mieux intégrer comment dirais-je, les caractéristiques mécaniques que peuvent amener des bois feuillus. Alors on parle ici de chêne, ça pourrait être aussi le pin qui a vraiment de très bonnes caractéristiques mécaniques
pour être utilisé en lamellé collé. Et puis sa durabilité naturelle en fait, en pousse à l'utiliser. Dans les deux exemples qui sont ici présentés, il y en a un, c'est un bâtiment pour une école agricole en Suisse. Donc vous voyez, la Suisse, c'est pas un pays qui est réputé pour sa ressource chêne. Malgré tout, ils ont voulu utiliser ces bois lamellé collés en extérieur parce qu'ils étaient sur des charpentes qui étaient donc exposées, on va dire, aux intempéries, et ils savaient qu'elles étaient un caractère beaucoup plus durable que s'ils avaient dû utiliser un résineux, le faire traiter, etc. Et puis une autre utilisation, ça c'est un lamelliste français, pareil sur un chantier plutôt, je crois c'est en Angleterre, qui là, à contrario, va utiliser du lamellé collé parce que c'est la demande du client, et il va aussi vouloir voir sa charpente. Donc on a aussi un bâtiment un peu exemplaire. Et puis Thomas pourra nous dire deux mots du troisième exemple, s'il le souhaite, un peu plus en détail. Autre essence valorisée donc en Nouvelle-Aquitaine, le peuplier. On en a parlé, donc essence des plaines alluviales. Alors on a une carte de répartition un peu moins précise. En fait, on pourrait parler d'une essence plurielle, parce qu'il y a plusieurs peupliers, il y a plusieurs cultivars, et tous ne sont peut-être pas adaptés à des utilisations en construction. D'où l'intérêt de les classer mécaniquement, comme on le verra. C'est une essence qui, bien que, je dirais, assez peu présente en surface, est relativement bien valorisée. Vous voyez, 2% des surfaces sur notre région et 45% des valorisations en bois d'œuf feuillu. Bon, après, c'est une essence qui pousse relativement vite et qui présente aussi certains avantages en termes d'utilisation. Il faut à tout prix, aujourd'hui, on a une nécessité d'essayer de replanter activement, je dirais, cette essence là où on le peut. Et je sais qu'il y a des initiatives de la région ou d'autres dispositifs comme Merci le Peuplier qui sont là pour aider les propriétaires à le faire. En matière de valorisation, je vous en ai mis quelques-unes. En bois scié, souvent on apprécie sa légèreté et puis le côté aussi bois clair. C'est l'essence des aménagements, hein, intérieurs ou extérieurs. Vous savez, tout le mobilier de caravaning, etc. Souvent c'est du peuplier ou même des bateaux, d'où son utilisation. Il y avait eu un technoguide fait par ex-Futurobois sur cette essence. Je vous l'ai mis juste en illustration, et puis c'est une essence qui se prête aussi relativement bien au traitement haute température et qui, de fait, par ce traitement, peut être utilisée en bardage. Troisième, je dirais, dernière essence régionale, donc le châtaignier, essence qui historiquement est relativement bien implantée en Europe, hein. Ici, c'est la troisième essence feuillue française, mais on l'a aussi, comme vous le voyez sur la carte, relativement, elle est bien installée sur le territoire néo-aquitain. Une essence qui, c'est l'essence du taillis chez nous, hein. Alors ça, c'est important de le préciser. Ça veut dire que c'est une essence qui va produire des bois de petit diamètre. Ça veut dire que si demain vous devez prescrire, je sais pas, sur un de vos projets, on vous demande des planches de 25 cm de large en châtaignier, commencez à vous poser des questions parce que ça va peut-être pas lui être favorable en quelque part. Cela étant dit, ça peut pousser à ce qu'on fasse de l'aboutage. Bon, bref. Donc c'est une essence qui pousse très bien sur les sols acides et qui a un besoin de pluviométrie. Et ayez à l'idée cette notion-là par rapport à ce qui a été dit avant. Voilà, c'est aujourd'hui le châtaignier est aussi en souffrance sur nos territoires puisqu'il représente 20% de la mortalité au niveau national de toutes les essences. Et c'est quand même assez considérable. Malgré tout, on a encore du bois et on essaie de le valoriser. Et je pense qu'on peut essayer de l'installer dans les zones où on trouve encore des sols acides, bien alimentés en eau, etc. Dans les valorisations, alors là, je dirais, c'est un peu comme le cochon. Dans le châtaignier, tout est bon. En fait, on sait valoriser le châtaignier, qu'il soit en petit ou gros. Le feuillard, on fait une analogie avec la tonnellerie, on sait aujourd'hui valoriser le feuillard. On sait aussi faire du piquet. Donc du bois rond, vous voyez, où on va utiliser vraiment toute la matière. Il y a vraiment une optimisation, on va dire, de cette matière châtaignier. Et puis malgré tout, des usages en sciage. Là, ici, on a un exemple où, vous voyez, c'est un bardage avec des planches juste délignées.
Voilà, on est sur des projets OK, hein, c'est pas du bâtiment social, mais malgré tout, il y a de la demande. Et puis c'est un bois qui se fend bien, et on sait fabriquer des bardeaux avec le châtaignier, du bois fendu donc, hein, ou scié, et c'est voilà, en vêture, etc. On peut avoir comment dirais-je, des utilisations architecturales assez intéressantes. Là aussi, il y a eu des essais en lamellation sur le châtaignier. Nous-mêmes, interprofession ex-Périgord, on y avait travaillé avec nos collègues et puis avec nos collègues du FCBA en essayant, on a valorisé cette essence, c'est-à-dire qu'on a collé des bois. Vous pourrez passer tout à l'heure sur le stand, on a encore des vieilles poutres qu'on avait cassées à l'époque pour le qualifier. Parce que, étant un bois acide, on avait besoin de savoir quelle était la colle la plus adaptée à ce type d'utilisation lamellé-collé. Néanmoins, c'est un bois qui a peu d'aubier, qui est relativement homogène au niveau coloration, d'où l'intérêt, essayons de pousser encore vers ça. On a peu de projets aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine quasiment pas. Les Espagnols, alors désolé, je vais en chercher des références chez nos voisins, mais il y a une entreprise espagnole qui sait faire aujourd'hui du lamellé-collé châtaignier et qui sait même revenir le proposer dans des projets. Et là, c'est un exemple, la Maison Rouge, qui est dans le Gard, où ils ont utilisé. Bon, voilà. On va passer rapidement, juste sur comment dirais-je, les utilisations un peu nouvelles du châtaignier. Je vous ai mis quelques exemples, ce qu'on appelle des bois pré-grisés, parce qu'on sait que voilà, le châtaignier peut avoir des couleurs de tanin, etc. Ou alors, même encore plus poussé, on peut proposer des bardages complètement noirs. Alors là, au moins, vous n'avez plus de problématique que les bois se tachent. Et puis, toujours dans la mouvance de ce qu'on disait tout à l'heure sur les bois un petit peu ronds ou profilés, voilà, à défaut de les façonner à la main, on peut aussi, on a des professionnels en Dordogne qui proposent aussi des bois d'une manière un peu nouvelle, en demi-rond, qui sont assez demandés. En conclusion, j'espère... oui, voilà, très vite. Voilà, je vais passer assez vite. Donc, OK, il y a des concurrences sur certaines essences. On le voit hein, sur le chêne. Je vous rappelle quand même aujourd'hui, je vais faire un peu ressasser quelques informations que vous connaissez, mais il faut savoir qu'un tiers des volumes bois d'œuvre aujourd'hui récoltés en France, aujourd'hui partent à l'export sur l'Asie. C'est pas rien. Donc à l'achat, c'est déjà compliqué. Il y a un manque de ressources locales. On le voit sur le peuplier où il y a un petit peu des tensions entre les usages, que ce soit sur les dérouleurs ou les scieurs. Il y a des problématiques liées au changement climatique. Cela étant dit, il faut être lucide. Quand je vous dis ça, c'est pas pour vous faire peur. C'est pour prendre en compte ces éléments-là. Et puis, aussi pour vous montrer que finalement, malgré ces problématiques-là, nos professionnels, ils essaient, ils se démènent, je dirais, au quotidien pour proposer des produits toujours un peu nouveaux, innovants, essayer d'optimiser leur matière. Et puis, le dernier message, c'est, je dirais, comme dans tout projet, mais c'est vrai aussi pour le bois de manière générale, c'est essayer d'anticiper, hein, essayer de bien connaître, si on veut mettre du feuillu, avoir une réflexion feuillue, et puis ne pas avoir peur, parce qu'en fin de compte, c'est des essences qui sont tout à fait adaptées à des usages en construction et qui sauront, je dirais, satisfaire les porteurs de projets et les maîtres d'ouvrage. Voilà. Thomas, maintenant, je vais te passer la parole. Merci Christophe. Je suis sûr qu'effectivement, tout ce qu'a dit Christophe Prince peut être sujet à des questions. Et donc, c'est l'occasion pour inviter tous ceux qui nous suivent sur le live à formuler leurs questions, leurs interventions, leurs réactions sur le chat. On prendra tout ça en compte. Mais maintenant, la parole à Thomas Baudot, qui est un œil différent puisqu'il vient des Hauts-de-France. Alors, bonjour à tous, je suis très content d'être là aujourd'hui. Alors, on a parlé pas mal de diversité, autant sur la partie forêt, de mixer les essences, tout ça. Mais c'est vrai que nous, sur la construction, moi je viens de la construction, hein, on n'est pas du tout dans cette diversité-là. Aujourd'hui, on construit principalement en épicéa, quasiment exclusivement. Et ce qu'on va montrer là, c'est comment essayer d'intégrer du feuillu dans la construction. Voilà.
Donc ça, c'est le plan. On va voir pourquoi le peuplier. On va voir comment on a structuré, nous, cette offre peuplier en Hauts-de-France, comment on l'a intégré dans les chantiers, et également les spécificités du peuplier au niveau classement mécanique. Puis un petit tour d'horizon des chantiers qui ont lieu en Hauts-de-France. Alors pourquoi le peuplier? Pourquoi nous, en Hauts-de-France, on a construit en peuplier? Parce que on est une région qui est très populicole, donc productrice de peuplier, enfin, comme Christophe l'a dit, mais c'est un bois qui est très utilisé dans l'emballage, dans la palette, dans le papier, voilà, qui pousse vite, et donc c'est une essence qui est très, très développée chez nous. On a des entreprises de première transformation qui sont déjà dans l'utilisation du peuplier, dans la palette, principalement, et dans l'emballage. Oui, pardon. Et également, on est réglementairement, on a le droit de construire en peuplier. Voilà. J'y reviendrai très rapidement, mais on a tout à fait le droit de construire en peuplier. On n'a pas été obligé de changer le monde pour pouvoir l'utiliser en construction. Voilà. Ce qui n'exclut pas aussi l'utilisation d'autres essences feuillues en construction. Alors, comment nous, on a structuré l'offre en peuplier? Très simplement, on a proposé en peuplier les mêmes produits qu'on propose en résineux. Voilà. Donc on a structuré l'offre exactement sur les mêmes produits de construction. Alors ce qui nous a rendu ça possible, c'est que le peuplier, on le classe mécaniquement exactement comme l'épicéa. La réglementation dit qu'on classe mécaniquement une planche d'épicéa exactement de la même façon qu'une planche de peuplier. Alors très rapidement, pour classer mécaniquement une planche, on regarde ses défauts, et par rapport aux défauts de la planche, sa nodosité, le sens du fil du bois, l'espacement des cernes, on lui attribue une classe de résistance mécanique. Et en construction, les classes de résistance mécanique les plus utilisées en construction bois, c'est C18 et C24. Et le peuplier, je peux produire du peuplier classé C18, C24 de la même façon que de l'épicéa. Donc on a structuré une offre équivalente à celle de l'épicéa avec les mêmes produits. C'est-à-dire que des bois, aujourd'hui, on construit assez peu en bois massif, beaucoup en bois massif abouté pour faire des grandes barres très longues dans lesquelles on vient découper les sections, ou des bois massifs qui sont lamellés collés pour reconstituer des grandes poutres qu'on utilise très couramment dans la construction. Ce qui nous a, alors, pour structurer cette offre-là et comment on a réussi à tout doucement la développer, c'est qu'on a été aussi beaucoup accompagné par la région. Ça, c'est une volonté de la région qui est très forte. La région s'est dit, on a chez nous une essence, on construit déjà en bois. Si on veut le faire en filière courte, en circuit court, quelles essences on pourra utiliser? Donc voilà, je vous expliquais pourquoi le peuplier. Et à partir de là, il y a un dispositif financier qui existe en région Hauts-de-France. Nous, Fibois Hauts-de-France, on est le point d'entrée pour les maîtres d'ouvrage publics et privés également de ce dispositif-là, qui accompagne les surcoûts liés à l'utilisation du peuplier dans la construction, plus quelques autres spécificités. Voilà. Donc, nous, on présente ce dispositif-là aux maîtres d'ouvrage, et on a beaucoup de projets en peuplier. Par contre, après, une fois qu'on a les projets, il faut que les produits soient disponibles. Donc, quand on structure une offre, vraiment, l'enjeu, c'est de tout faire en même temps. Voilà. Travailler sur l'offre et sur la demande. Et c'est ce qui est extrêmement complexe. Vraiment, c'est vraiment la grosse difficulté. Pour rendre disponible cette offre-là, pour lui donner de la visibilité, pour constituer des stocks, on ne travaille pas du feuillu du tout de la même façon que du résineux. Voilà. Les temps de transformation ne sont pas les mêmes. Au départ, quand on construisait en peuplier, on avait des délais entre le moment où on abat l'arbre et au moment où on peut le vendre en planche classée mécaniquement et travailler, qui étaient de proche d'un an. Voilà. Le peuplier, on le coupe, on le met en plot. Il y a une période de réessuyage qui est longue si on veut éviter les déformations. Puis après, je ne vais pas vous faire toute la chaîne de transformation, mais c'est long. D'où la constitution et ces stocks-là, parce qu'entre le moment où on achète l'arbre et le moment où on va le vendre, il se passe un temps très long. Donc on a constitué une SCIC, voilà, une société d'intérêt collectif, avec, à l'intérieur de cette SCIC-là, une coopérative, voilà, des entreprises de transformation et un porteur de projet qui est Fibois Hauts-de-France. Fibois Hauts-de-France n'a pas vocation à rester dans cette SCIC-là sur vraiment du long terme, mais simplement on était là pour initier le projet. Et on y est depuis maintenant presque, 3 ans et demi. La SCIC, elle a été créée l'année dernière, il y a donc quelqu'un qui s'en occupe. Et son travail, c'est de constituer un stock de produits qui sont prêts à la construction. Voilà. Avec une marque qui s'appelle Avivio. Voilà. L'intérêt aussi de cette SCIC-là, c'est qu'elle a mis en relation l'amont forestier, on essaie de travailler sur des contrats d'approvisionnement pour sécuriser les scieurs, avec des entreprises de première transformation. Alors les entreprises de première transformation, pour moi, c'est les scieries. Voilà. Avec une marque qui s'appelle Avivio, vous trouverez sur Internet le site de la marque Avivio. Alors, petite spécificité sur le peuplier, c'est que mécaniquement, je vous ai dit qu'on pouvait le classer exactement comme l'épicéa, mais il ne faut surtout pas le faire. La réglementation, elle est défaillante. Voilà.
Quand je parlais de classer mécaniquement une planche en la regardant pour déterminer sa résistance mécanique, ça marche très bien, enfin ça marche très bien, ça marche pour le résineux, ça marche très moyennement, voire pas du tout pour le peuplier. Qu'est-ce qu'on va chercher comme qualité dans une planche pour construire? On va chercher la rigidité. Voilà. Principalement, pas que, mais dans la construction, on veut des bois qui soient bien rigides. On veut pas de plancher qui flanche, on veut pas de fenêtres qu'on n'arrive plus à fermer ou de portes qu'on n'arrive plus à fermer ou à ouvrir parce que les bois ont bougé. Et cette qualité-là, visuellement, pour le peuplier, on n'arrive pas à la déterminer. Depuis qu'on construit en peuplier, c'est-à-dire que ça fait à peu près une quinzaine d'années, on met les planches sous tension. Voilà. C'est un test qui est tout bête, hein. Il y a 2 appuis à 1,80 m. On pose la planche sur ces 2 appuis-là et avec un vérin, on pousse et on mesure la déformation pour une force donnée. Voilà. Alors, ça, c'est la nouvelle machine là qu'on a construite, qui vient d'être livrée, qu'on est en train de tester et de valider. L'idée de cette machine-là, c'est d'être amovible. Donc, elle est sur une remorque avec une hauteur de travail sur la remorque à 90 cm. Voilà. Elle a été développée par une entreprise de la région qui s'appelle Ascodero, de la région de France, hein, j'entends. Et elle est faite pour être amenée de scierie à scierie. Voilà, c'est pas une machine qui est destinée à faire de la production intensive, hein, mais elle est destinée à montrer que c'est possible et qu'en classant différemment les planches, on peut tout à fait sortir du bois de construction en peuplier. Cette machine-là, alors je suis venu assez souvent à Bordeaux parce qu'on l'a fait homologuer par le FCVA, effectivement. On a aussi, dans le cadre des produits lamellés-collés, fait tous les tests qui sont réglementaires. Je veux dire, quand on veut produire du bois collé en structure, le collage, il est structurel. Donc, effectivement, il faut que tout soit certifié, accrédité. Et c'est le FCBA, le principal, pas que, mais le principal laboratoire d'essai à ce niveau-là. On a fabriqué du bois lamellé collé, enfin des échantillons qu'on a cassés. On a fabriqué du bois abouté qu'on a cassé. On a également fait fabriquer par Pifto du CLT, voilà, en peuplier, pour permettre peut-être à l'avenir, s'il y a besoin, de fabriquer du CLT de peuplier, en mixant, enfin voilà, des différentes résistances mécaniques dans une poutre lamellée collée, par exemple, toujours dans une histoire de diversité, aussi d'utiliser diverses qualités mécaniques et de mieux les valoriser. Dans une poutre, au milieu d'une poutre lamellée collée, on peut mettre des bois de très faible qualité, ça change très peu la résistance mécanique de la poutre. Ça, ce sont les premiers exemples de construction qui ont été faits en région de France, pour vous montrer un petit peu l'évolution. Alors ça, c'est des poutres treillis qui ont été utilisées à Leuzen, de 9 mètres de portée, mais qu'avec des bois courts. Alors, effectivement, au départ, quand on travaille une essence, on n'a pas forcément toute la technologie pour la coller. Donc là, avec des bois de 2,50 m, on sait, ça c'est de la technologie de charpente, hein, basique, reconstituer des éléments de grande portée. Voilà. Ça, c'est un des projets qui date aussi de 2010. Voilà. Alors, on est toujours plus cher, hein. Nous, notre positionnement commercial sur le peuplier, on sera toujours plus cher dans la transformation feuillue que dans la transformation résineux, aujourd'hui, en tout cas en l'état actuel de la connaissance. Par contre, en bois de structure visible, il y a une vraie plus-value à travailler sur du feuillu, et notamment, alors nous, sur le peuplier, c'est des bois très blancs, très peu noueux, qui ont une qualité esthétique qui est vraiment très développée. Tous les chantiers qu'on accompagne, ça sont des chantiers en région de France, qu'on accompagne en région de France, sont aussi accompagnés par des bureaux IBC d'ingénierie construction bois. Alors ça, c'est propre à la construction bois, c'est quand on construit en bois, on n'est pas sur des chantiers qui sont moins longs. Par contre, on a une phase étude qui est bien plus poussée, une phase chantier qui est bien plus réduite. Et pour venir de la construction, c'est en phase chantier qu'on a tous les problèmes, hein, qu'on a du mal à tenir les délais. Donc la construction bois, elle est très efficace quand elle est bien pensée en amont. Et là, c'est un exemple, hein, c'est des poutres lamellées collées dans je crois que c'est une salle multi-activité à Chemie, au sud de Lille. Et on voit qu'on est sur des produits très techniques et qu'on peut aller très loin quand on est bien accompagné. Là, ce sont 2 poutres assemblées avec des âmes. Alors, il y a 96 broches métalliques qui sont dispersées dans ces poutres-là pour justement avoir un assemblage qui est très léger. Voilà. Un des derniers bâtiments qu'on a livré, on est là sur des bureaux, voilà, quelqu'un qui fait des plants de pommes de terre du côté d'Arras, voilà, qui a souhaité construire en feuillu et en circuit court pour justement porter aussi à travers son bâtiment les valeurs de sa société et de sa marque. Et je voulais aussi vous montrer ça parce qu'on est sur des projets qui sont de plus en plus fréquents, des projets d'isolation thermique par l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Energy Sprong. Voilà, qui n'a rien de révolutionnaire. Energy Sprong, c'est juste une appellation, mais de l'Energy Sprong, nous, on en fait régulièrement sans l'appeler comme ça, hein. Simplement des façades préfabriquées qu'on vient clipser sur des bâtiments
Et là, on est sur des façades. Alors, je voulais vous montrer cet exemple-là parce qu'on est sur une structure peuplier, fibre de bois, et avec un bardage en aulne en extérieur, pour toujours essayer de valoriser des essences différentes. Voilà. Alors, c'est une école. On n'est pas que sur du bardage bois quand on fait la construction bois. Là, on est sur un parement, vous voyez, en partie éternite, et puis un parement en aulne d'un côté, avec des menuiseries, en parlant toujours du feuillu. Les menuiseries, c'est du carlet de chêne, qui est produit en région de France également. Voilà. Cette école-là, on l'a réhabillée sur les temps des vacances scolaires. Donc là, on préfabrique et on pose de manière très très rapide. Une autre école, un autre exemple, voilà, l'école Paul Sion, voilà, l'école avant, l'école après. Ossature bois peuplier avec un bardage en chêne cette fois-ci, et puis une petite casquette sur laquelle on met du photovoltaïque. Voilà. Alors, j'ai été vite, mais tous ces exemples-là, on a sur notre site internet, on a une petite chaîne YouTube où vous pourrez trouver les vidéos des différents chantiers qu'on a accompagnés. Et moi, j'en ai terminé en tout cas, et puis on a un petit peu de temps comme ça pour les Merci Thomas, oui, merci de venir nous rejoindre sur les fauteuils pour répondre aux questions. Oui, juste une dernière précision, parce qu'on a aussi abordé le châtaignier. Le peuplier, c'est un des seuls feuillus qu'on peut classer comme l'épicéa en classe de résistance mécanique C, mais c'est aussi le cas pour le châtaignier. Voilà, c'est une essence qui est très présente ici. Alors beaucoup en bois de taillis ici, mais chez nous on n'en a pas beaucoup du châtaignier en Hauts-de-France, mais on a des beaux bois, enfin des beaux entre guillemets, mais on a plutôt des gros bois, et c'est une des essences qu'on pense utiliser aussi, parce que le châtaignier, visuellement on a du mal à le classer. Donc notre machine serait bien adaptée et on peut le classer en C18, C24 également, exactement de la même façon que l'épicéa. Donc ça facilite quand même grandement son utilisation par les professionnels, parce que les professionnels de la construction sont habitués à utiliser ces classes de résistance mécanique. Merci Thomas, merci Christophe pour ces deux interventions complémentaires qui ne manqueront pas, j'en suis sûr, de susciter des questions de votre part. Donc, la parole est à la salle et la parole est également aux gens qui nous suivent sur Internet. Ah. Alors, pour ma part, éventuellement, je veux bien commencer et lancer la série des questions. D'accord. Thomas, est-ce que vous avez pu identifier des cultivars permettant d'accéder à des classes de résistance plus importantes que d'autres? Alors, oui, on a, notre machine nous permet de le faire. Chez nous, dans les Hauts-de-France, on a un cultivar qui est très présent de façon empirique, c'est le Robusta, qui est un vieux cultivar qui n'est pas forcément replanté. Celui-ci, on sait que mécaniquement, il est très bon et on a de très bons rendements, voilà, plutôt majoritairement en C24. Mais dans le futur, il ne sera pas forcément replanté. Donc l'homologation de la machine, quand on l'a faite pour le FCBA, on l'a faite sur une multitude de cultivars, des nouveaux, des lourds, alors je vais un peu dans la technique, des lourds, des semi-lourds, des légers. Et on sait qu'il y a d'autres cultivars qui arrivent, qui sont très plantés. Je pense par exemple au Tricobel, au Soligo, qui vont aussi pas mal dans la construction. On a des rendements qui sont moins bons en C24, mais on a beaucoup de C18 et beaucoup plus homogènes. Et C18, ça suffit parfaitement pour construire en bois. Merci. Ah, Clara. Une question de Julie pour Thomas. Ah, toujours Julie. Toujours Julie. Quel traitement a suivi le parement en aulne des panneaux d'isolation par l'extérieur ? Alors, l'idée, c'est nous, on essaie de travailler sur des bois sans traitement. Voilà. Alors, l'aulne, on est vraiment à la limite de son utilisation. L'aulne, il peut être utilisé en bardage sur des façades assez peu exposées. Et voilà, donc c'est une essence qui est quand même assez sensible. Et si on veut l'utiliser en bardage, bien faire attention. Sinon, il n'y a pas de traitement sur cette essence-là. Le seul traitement qu'on a fait, entre guillemets, c'est des lames de petite section plutôt, donc avec un élancement, enfin voilà, plutôt de forme assez grosse, avec une très bonne ventilation sur les quatre faces. Voilà. Le fait que les bois sèchent rapidement aussi, ça augmente la durabilité des bois, et des fois des bois assez sensibles justement aux intempéries, on arrive à les utiliser en bardage quand ils sont vraiment bien ventilés. Merci Thomas, j'espère que Julie est satisfaite de la réponse. Bonjour. Oui. Je suis là, sur votre droite. Ah d'accord, oui. Florian Battesati, plateforme Tipeee. J'ai une question sur la qualification du bois. Vous le testez mécaniquement. Est-ce que ça signifie que vous êtes considéré comme technique courante, ou est-ce que vos projets ont eu recours à des démarches d'évaluation technique, type avis technique ou... Pas du tout, non, on est vraiment dans de la technique courante. Alors, il y a encore un peu de flou sur l'utilisation de la machine, sur le fait qu'elle est certifiée, mais un scieur qui n'est pas habilité, qui n'a pas le marquage CE,
même en l'utilisant, ne pourra pas vendre du bois marqué CE. Donc nous, nos scieurs, on a formé nos scieurs au marquage CE mécanique en région Hauts-de-France, et en plus, on impose l'utilisation de la machine. Voilà, donc on a cette double, mais n'importe quel scieur qui fait l'information marquage CE, c'est 2 jours, faite par le FCBA, peut vendre du peuplier C18, C24, et on est tout à fait dans des techniques courantes. Mais ne pas le faire surtout. Il faut toujours procéder par un test complémentaire avec cette machine-là, ou une autre, mais qui met en tout cas les bois sous tension pour déterminer la résistance. Merci. Voilà. Autre question? Ah, je vois quelqu'un qui lève la main. Bonjour, Apolline de Xylo Futur. J'avais une question par rapport à la SCIC. Et donc là, pour l'instant, le peuplier, c'est encore plus cher que le bois, que l'épicéa. Alors, de combien vous l'évaluez? Aujourd'hui, il y a des aides. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que on atteigne à peu près les mêmes prix ou légèrement plus cher? Quel va être le déclic? Et la dernière question, c'est dans quel horizon vous souhaitez sortir de la SCIC, vous, Fibois Hauts-de-France? Plusieurs questions. Oui, alors sur le prix du bois, on est plus cher. On était plus cher avant la hausse du prix du résineux. Pendant les fortes tensions, nous, on n'a pas bougé nos prix. Voilà. On a toujours été plus cher au départ, mais nous, pendant cette crise-là, on a maintenu des prix qui étaient équivalents et on s'est retrouvé à certains moments moins cher que l'offre résineuse. D'où aussi l'intérêt de maîtriser sa ressource, de savoir la transformer en région, et c'est important. Sinon, on sait parfaitement, construire en feuillu, ce sera plus cher, ou en châtaignier, ou en peuplier, ça sera plus cher que du résineux. Ça, c'est aujourd'hui une évidence. On a des temps de transformation qui sont complètement différents. Regardez des grosses scieries de résineux et des grosses scieries de hêtre ou de feuillu. On n'est pas du tout sur les mêmes vitesses de transformation, c'est une évidence. Nous, en plus, on passe nos planches dans une machine de classement spécifique. Voilà, on a encore plein de pistes d'amélioration. Par contre, même un doublement du prix du bois, sur le projet complet de construction, ça a assez peu d'impact. Voilà. C'est impactant pour le charpentier, c'est impactant. Mais je veux dire, sur le coût de la construction globale, un doublement du prix, c'est quelques pourcents, 2, 3, 4%. On sait parfaitement l'évaluer. Donc ça, c'est juste à regarder au regard des enjeux environnementaux, quoi, hein. Est-ce qu'on est prêt à utiliser d'autres essences? Aujourd'hui, on n'utilise que de l'épicéa. Que de l'épicéa d'un certain calibre. Voilà. Pas du trop petit, pas du trop gros. Donc, à un moment, on va arriver, si on veut, comme le disait Antoine Bled, planter différentes essences, utiliser d'autres essences, il va falloir aussi qu'on réfléchisse dans la construction à utiliser d'autres essences. Et si c'est 2 ou 3% du coût total du bâtiment, je pense que c'est supportable. Mais ça ne pourra être possible que si, environnementalement, on arrive à faire payer ces prix-là, quoi. Et pour la sortie de la SCIC? Alors pour la sortie de la SCIC, je ne peux pas vous répondre. En tout cas, vu le temps qu'on a mis à la créer, je pense qu'on y est encore pour on va dire, au moins 4-5 ans, quoi. Oui, Clara? Une question encore pour Thomas. Pouvez-vous en dire plus sur les aides disponibles pour utiliser le peuplier en construction? Alors les aides disponibles, elles sont disponibles à partir du moment où on construit en région Hauts-de-France. C'est des aides qui prennent le surcoût lié à l'utilisation, surcoût matière. Donc s'il y a 100 € de différence entre un résineux et un peuplier, ces prix-là sont pris en compte. Et la région finance aussi la partie ingénierie, structure, bois. Voilà. Pour être sûr que les projets soient bien accompagnés, pour être sûr d'avoir des projets qui soient des projets de référence. Et c'est vraiment en plus, c'est complètement cohérent avec la construction bois qui a besoin d'être bien étudiée. Et tous les maîtres d'ouvrage qu'on construit en étant accompagnés par un bureau d'études structure spécialisé, leur regrette pas du tout. On a des projets qui sont bien pensés, on a des entreprises qui répondent, on a des offres qui sont dans les prix. Voilà. Donc ça n'a que des avantages et c'est vraiment comme ça qu'il faut construire en bois avec des gens qui soient vraiment spécialisés, quoi. Donc selon la région où notre internaute se situe, effectivement, la réponse peut être différente. Si l'internaute est en Nouvelle-Aquitaine, demain on aura des gens du conseil régional qui pourront dire un petit peu ce que la région donne comme aide. Alors je connais pas les aides de la région Nouvelle-Aquitaine. Par contre, la région Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de la certification de notre machine de classement, elle était présente au FCBA. C'est des gens qui connaissent notre démarche et qui voilà. Donc nous, on fonctionne comme ça en région de France. Pour vous dire, le fait, c'est très important de structurer une offre, de la rendre visible et de proposer des produits de construction normés. Aujourd'hui, quand
des maîtres d'ouvrage souhaitent construire en feuillu, parce qu'on en parle depuis peut-être 10 ans, le fait que nous, on ait structuré cette offre-là, on vient assez naturellement vers le peuplier. Et la région Île-de-France, avec Epamarne, qui est le plus gros constructeur, un des plus gros constructeurs, promoteurs en région Île-de-France, quand elle est dans cette démarche construire en feuillu, ben, elle vient nous voir pour dire, parce qu'on est une région frontalière, pour utiliser le peuplier sans accompagnement financier cette fois-ci. Merci. Une dernière question. Oui. Oui. Moi, je me permets, avec Petit Étienne, donc prescripteur bois de Fibois Nouvelle-Aquitaine. Je me pose la question, Thomas, de la prescription du peuplier dans les marchés publics. Un peu la limite, toujours on marche sur des œufs, sur la prescription d'essence ou de zones géographiques. Comment vous appréhendez ce sujet-là? Est-ce que vous avez été accompagné juridiquement ou est-ce que vous faites autrement? Non, alors on n'a pas été forcément accompagné juridiquement. Depuis, il y a des travaux qui ont été faits, enfin, des documents qui sont à disposition. Nous, on parle surtout de construction feuillue et voilà. Donc d'essence régionale. Alors une essence régionale, c'est pas une essence qui est de la région de France, c'est une essence endémique. Donc une essence régionale, le peuplier pourrait venir de Nouvelle-Aquitaine pour être utilisé en Hauts-de-France. Mais le fait déjà de présenter ça comme ça, tout de suite, ça recentre beaucoup sur l'offre qu'on propose. Voilà. C'est pas forcément très carré, mais en tout cas, quand on demande de la construction feuillue, il n'y a pas 36 solutions aujourd'hui, donc ça cible assez rapidement le peuplier. Et je crois que demain, on aura quelqu'un qui va intervenir sur la commande publique et peut-être qui pourra apporter une réponse aussi à cette question. On en reste là. Oui, une autre question. Oui, est-ce qu'on peut avoir un commentaire sur l'utilisation du hêtre? Alors, qui répond? Thomas? Christophe? Alors, sur le hêtre, je laisserai Christophe compléter, mais sur le hêtre, il a été qualifié en structure, donc on peut le faire. C'est une scierie qui est aujourd'hui en Normandie, qui s'appelle Groupe Lefebvre, voilà, qui produit du bois lamellé collé de hêtre pour l'utilisation en structure. Donc ça, vous pouvez aller voir sur le site de la scierie Lefebvre. Il y a alors c'est un bois qui est très sensible à l'humidité, donc voilà, il faut des chantiers efficaces pour le mettre en œuvre, mais très très résistant. Aujourd'hui, le hêtre, il est beaucoup utilisé en construction, mais beaucoup sur sur la partie menuiserie, sur des menuiseries coupe-feu. Bon, eh bien on va en rester là. Et il me reste à vous remercier tous les deux, Thomas Baudot, Christophe Prince, pour votre présentation. Vous allez rester là aussi toute la journée. Et s'il y a d'autres questions qui se faisaient jour, pendant les pauses, effectivement, on pourra vous solliciter. Donc, on les applaudit tous les deux.